Alors, je vais demander à tout le monde de penser à un quartier, soit le quartier dans lequel vous travaillez, soit le quartier dans lequel vous habitez, peu importe. Choisissez un quartier, imaginez-le et notez le nom de ce quartier en bas à droite de la feuille, tout petit. Larissa, Oui. on avait juste une petite question, parce qu'on n'a pas suivi, on parlait qu'une habitante dehors. Donc le quartier, on doit juste mettre le nom. Oui, pour l'instant, juste le nom en bas à droite de la feuille en tout petit. Romy et Julie, faites chacun un. Justement, Romy, tu nous dis quel est le quartier que tu as choisi? Voilà, j'ai choisi le quartier de la gare. Qui est le quartier dans lequel tu travailles. Voilà. Oui. Ok, alors, quand vous pensez à ce quartier, donc le quartier que vous avez choisi, quel est l'endroit, le premier endroit de ce quartier qui vous vient à l'esprit? Pensez à cet endroit et dessinez-le en tout petit au centre de la feuille. En tout petit. Alors, ça ne doit pas être un dessin magnifique, un dessin d'architecture. Hein. Ça peut être soit la forme vraiment réelle de cet endroit, soit un rond, soit un carré, soit le nom juste de cet endroit. Peu importe, mais faites-le au milieu de la feuille en tout petit. Céline, tu as choisi quel quartier? Le quartier où je travaille, le Faubourg du Château. Et tu as dessiné quoi au milieu? La ferme Tonville, qui est juste en entrée de quartier quand on arrive. Et pourquoi? Justement parce qu'elle est vraiment, quand on arrive sur le quartier, c'est ce qu'on voit en premier en fait. C'est la grande bâtisse qu'il y a quand vous arrivez en sortant de l'autoroute qui ressemble à un petit château. D'accord. Ok. Alors, à partir de cet endroit, tu as dessiné, essayez de dessiner le quartier au départ de cet endroit, c'est-à-dire des rues, des places, des bâtiments. Encore une fois, l'idée n'est pas de faire un dessin hyper architectural et très léché. L'idée, c'est juste de représenter comme vous pouvez, avec des carrés, des ronds, des traits, comme vous pouvez. Mais essayez de visualiser le quartier et de le mettre sur papier. Je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Ça va? On représente les rues aussi, c'est ça? Oui, les rues, les places, les bâtiments, tout ce qui vous vient à l'esprit du quartier. Oui, Frédéric? Oui, c'est pour savoir, on peut mettre des annotations, Bien sûr. Un dessin. Oui. Non, oui. Vous pouvez mettre des annotations, pas de problème. Tu as choisi quoi comme quartier, Frédéric?
Moi, j'ai choisi la place de Feuille-de-Franc, en Belgique. La place, je n'ai pas entendu. De Feuille-de-Franc. De Failly-le-Franc. Oui, Tu habites à Failly-le-Franc? Oui. D'accord. Qui habite Failly-le-Franc? Frédéric de l'AMO La Rencontre. Ah, d'accord. Originaire des Honnelles, moi. Aussi. Ah oui, je suis originaire de Strasbourg et j'habite déjà depuis plus de 20 ans dans les Honnelles. Manu, tu as suivi? Ben, mon café a été plus long à passer que le tien, alors non, Alors, faut me redire la consigne. Alors, t'as un marqueur avec Oui. une feuille. Tu choisis un quartier, n'importe lequel, là où tu travailles, tu interviens, ou le tien, et tu notes le nom en bas de la feuille, en bas à droite, si je ne dis pas de bêtises. Et quand tu penses au quartier, Larissa, vas-y, tu vas le dire mieux que moi. Et donc, quand tu penses au quartier, quel est le premier endroit qui te vient à l'esprit? Pense à cet endroit et dessine-le en tout petit au milieu de la feuille. Ça peut pas obligatoirement quelque chose de très difficile à dessiner, hein. Ça peut être juste un petit carré ou un petit rond avec le nom de l'endroit. D'accord. Pas nécessaire que tout le monde le connaisse. Non, non, absolument pas. Voilà. Et puis après, parce qu'on est déjà plus loin, tu dessineras le quartier au départ de cet endroit, le quartier en question au départ de cet endroit, avec les rues, les bâtiments, les maisons, ce que tu veux. Dessine bien la bibliothèque au milieu de ta feuille. Ça, tu triches, Johan, c'est interdit de dire ça. Joseph, est-ce que tu peux nous montrer déjà quelque chose que tu as fait là? Ah ouais. Tu dois éloigner un tout petit peu la feuille. Et c'est quoi? Tu nous expliques? C'est mon quartier également, donc là où j'habite. D'accord. Et au centre, c'est un arbre remarquable qui se voit dès qu'on aborde la rue, là où j'habite. C'est en pleine campagne, mais c'est un arbre qu'on voit de loin. Et dès que je pense à mon quartier, c'est cet arbre-là qui me vient à l'esprit. D'accord. Super, merci. Merci. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a, comme Joseph vient de dire, un endroit qui est le symbole de votre quartier? Si c'est le cas, dessinez-le si ce n'est pas encore fait ou entourez-le. Entourez cet endroit qui représente le symbole de ce quartier. Sabrina, tu sais nous montrer ce que tu as fait? Bon, je ne sais pas dessiner, hein, moi, donc je ne sais pas si vous voyez. Ok. Tu nous expliques? Alors, du coup, j'ai dessiné le quartier Cuvino où je travaille. Donc, au centre, j'avais mis le phare et toutes les maisons des cités, la grande route et puis les arbres qui bordent la route. Pourquoi tu as dessiné la grande route? Parce que c'est une façon de repérer, en fait, parce qu'on est assez, on va dire, assez isolé. Donc, beaucoup de monde ont du mal à repérer le centre. Donc, du coup, souvent, on dit, quand vous avez la grande route, en fait, il faut tourner à droite ou à gauche. C'est un repère, en fait. Voilà. Pour vous. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des lieux que vous n'aimez pas du tout fréquenter dans votre quartier? Si oui,
dessinez avec un petit smile, dessinez cet endroit et mettez un petit smiley négatif à côté de l'endroit. Armel, tu nous montres, toi? Voilà, déjà, il faut que je remette le son. En fait, ça ressemble pas à grand-chose parce que donc j'ai pris le quartier Ningesser à Valenciennes parce que j'habite au nord de ce quartier-là. D'accord. Et c'est surtout des routes avec des habitations et je suis incapable de placer les routes les unes par rapport aux autres. J'avais juste mis le centre aquatique parce que c'est le truc qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé. Mais le fait de le mettre au milieu, ça m'a complètement perturbé parce qu'il est au sud du quartier. J'avais plus la place pour faire le quartier au-dessus. Donc après, voilà, j'ai entouré le stade du Hainaut parce que c'est quand même ce qui marque. Le quartier s'appelle Ningesser, c'est l'ancien nom du stade. Et puis, mais il n'y a pas de lieu où j'aime pas aller. Donc, non. Je sais pas si on voit bien. Non, c'est surtout un quartier résidentiel. Il y a des routes et des maisons, quoi, essentiellement. D'accord. Est-ce que quelqu'un a noté un endroit qu'il n'aime pas fréquenter dans le quartier? Emmanuel? Alors, est-ce qu'on voit un peu? Alors, j'ai pas mis mon quartier, j'ai mis le quartier du Faubourg de Cambrai à Valenciennes. C'est là où j'ai commencé de travailler comme animateur socioculturel il y a pas mal d'années. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la place centrale, donc c'est ce qui est en vert là. Oui. C'est une sorte de forum assez minéral qui est juste en face du centre social. Derrière, il y a une cage, c'est un city-stade. Là, l'ondulation, c'est le centre social parce qu'il y a une toiture un petit peu ondulante. En réfléchissant bien, j'avais d'abord encerclé la place centrale comme un petit peu le cœur du quartier. Puis finalement, l'élément un peu symbolique, il y a une petite place à côté qui s'appelle la place Élie Razet. Et je me suis souvenu qu'il y avait une sculpture qui avait été faite dans le cadre d'un atelier participatif avec des enfants. Et la sculpture est assez abstraite, mais elle s'appelle, c'est très beau, Désir d'avenir. Et je me dis, tiens, symboliquement, c'est pas mal. Et puis en revanche, ce que j'ai vu négatif, de l'autre côté, là c'est la rue de l'Europe. Enfin, ça coupe ça marque un peu la fin du lieu d'habitation de ce quartier. Il y a une zone commerciale qui a envahi les lieux. Il y a des grandes enseignes comme Toyota. Et je sais que le maire, il avait voulu que la pénétrante ouest de Valenciennes, elle soit quand même belle, quoi, elle soit clinquante, elle donne envie de rentrer dans la ville. Mais sa définition de la beauté, pour lui, c'était de mettre des grandes surfaces commerciales. Donc c'est bien un endroit où je suis jamais allé. Et je me rappelle qu'avant qu'il y ait Toyota, c'était un terrain vague et qu'il y avait des gens du voyage qui venaient de temps en temps. Et quelquefois, avec un groupe d'habitants, on anime un atelier qui s'appelle Les Petites Causeries, c'est un journal de quartier. On était allé voir les gens du voyage et on trouvait que c'était plus intéressant d'avoir de temps en temps des gens du voyage avec qui discuter qu'un grand centre commercial qui vendait des bagnoles, quoi. Mais ça, c'est très subjectif. Ah. C'est le principe. Alors, mettez un petit smiley positif sur un lieu qui vous plaît particulièrement dans le quartier. On est limité à un smiley négatif et un smiley positif? Oui, pour le jeu, parce que sinon, on n'arrivera pas au bout, quoi. Gourmand. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais qui a baissé après. J'ai pas vu qui c'était. C'était Samira, je pense. Samira, tu veux nous montrer ton smiley positif? Oui, mais je suis pas très bonne dessinatrice. J'avais aussi dessiné je sais pas si on voit bien, le phare. Oui. J'ai mis mon smiley ici parce que moi j'aime beaucoup à Onin, c'est les champs. Il y a beaucoup de champs, d'espaces, de grands espaces. C'est ce que j'aime. Mais on voit pas trop. Donc en fait, ici il y a le phare. Ici il y a la voiture où je me gare tous les matins. D'accord. Ici c'est vraiment tous les arbres parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Voilà, là on voit la barrière et puis tout là c'est le champ en fait.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un endroit que tu n'aimes pas? Oui, du coup, j'ai dessiné les dodans et les routes, les petites ruelles en fait. Parce que les ruelles, elles sont étroites et on n'arrive pas à passer avec deux voitures. Et voilà, compliqué. Super. Alors, est-ce que tout le monde veut bien mettre son dessin devant l'écran, que je fasse une impression de l'écran pour voir le dessin de tout le monde? Je ne vais pas voir tout le monde, hein, mais super, génial. Super. Merci, merci beaucoup. À votre avis, à quoi ça sert l'exercice qu'on vient de faire là? Frédéric, tu as un avis? On ne t'entend pas si tu, je ne sais pas si tu parles là, mais on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Je n'avais pas mis mon micro. Peut-être se situer par rapport à des choses positives et des choses aussi un peu négatives de son quartier, peut-être le voir sous un autre angle. Justement, oui. Dessinant. Oui, tout à fait. Joseph? Mais, de voir que chacun a sa représentation du quartier également. C'est pas uniquement la même représentation, ou parfois ça peut être la même. En tout cas, il peut y avoir une diversité ou bien une convergence de représentations. Par exemple, Joseph, il a mis un arbre représentatif, c'est ce que j'avais fait aussi, par exemple. D'accord. Ah oui, tu nous montres Failly-le-Franc? Ah, oui. Tu nous expliques rapidement? Oui, donc j'avais mis l'arbre en plein milieu du village. Il y a aussi un arbre remarquable et c'est ce qui m'est venu en premier. Puis j'ai mis les petits bocages qu'il y avait vraiment autour de la place, l'école, enfin tout ce qui anime un petit peu mon village. Et j'ai représenté ma maison avec moi dedans. Et le point négatif, c'est derrière chez moi, c'est la France. J'ai mon jardin qui touche à la France et ils sont en train de vouloir mettre un aérodrome. J'habite dans une commune très, très rurale, hein, vraiment en mode à l'ancienne, je vais dire. Et voilà, ils ont... Voilà, il y a des vraiment au sein du quartier parce que on voit d'un très mauvais œil arriver cet aérodrome. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres idées de à quoi ça sert l'exercice qu'on vient de faire très rapidement? On a fait rapide, hein, mais Romy. Ça aide du coup à poser sur papier, à prendre un certain recul, enfin comme les autres disaient aussi, à voir le quartier sous un autre angle et de pouvoir aussi doser peut-être un petit peu notre ressenti par rapport aux différents lieux, quoi. Donc, voilà. En fonction, enfin, nous on peut pas répondre, je suppose. Vas-y Anaïs. Donc, c'est une représentation subjective de ce que nous, on voit du quartier en fonction de nos centres d'intérêt, de nos centres aussi de ressentis positifs ou négatifs, en fonction de la manière dont on fréquente aussi. Et aussi en ressenti physique, mais aussi en ressenti émotionnel par rapport à certains endroits, ce qu'on voit derrière chaque élément. Voilà, je pense que c'est totalement subjectif. Et effectivement, c'est le but du jeu. Et que chacun représente un peu son regard sur le quartier et imagine peut-être le regard de l'extérieur sur le quartier. Mais moi, je suis complètement biaisée, évidemment, puisque... Tu as déjà fait l'exercice. Je suis dans le projet aussi. Oui. Forcément, oui. Voilà. Emmanuel? Moi, je pense que ça permet aux gens d'oser. Quand on fait un exercice comme ça, alors celui-là, je ne le connais pas, mais quand on fait un exercice où on demande aux gens de dessiner quelque chose, toujours, il y a pas mal de gens qui disent « je ne sais pas dessiner ». Mais quand même, ils dessinent plus facilement quand même. Moi, je crois qu'on pense que la plupart des gens ne savent pas forcément dessiner. Alors que dans notre monde, on croit plus facilement. Il y a des gens qui parlent bien, puis moi, je ne parle pas forcément très bien. Et j'ai l'impression que cet exercice-là, il met plus facilement tout le monde un peu à égalité.
Parce que même quelqu'un qui est un grand baratineur, qui parle bien, qui fait des longs discours, quand il va montrer son dessin, ben, c'est un dessin qui équivaut à ce que fait un enfant de 4-5 ans, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément pris des cours de dessin après la maternelle. Donc du coup, je trouve que ça décomplexe les gens et ça permet aux uns et aux autres d'oser se dire un peu. Et une fois qu'on a dit par une image, c'est plus facile de dire avec des mots. Romy ou Julie? On est tout à fait d'accord avec Manu. C'est vrai que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, en fait, et ça déstresse le fait de devoir dessiner. On n'est pas toujours très à l'aise. Mais c'est vrai que si c'est un quartier qu'on maîtrise et auquel on pense, ben, tout de suite, ça facilite la chose. Et puis, on voit que les autres, ben, ils dessinent pas bien non plus comme nous. Alors, ça nous met en confiance. On a envie de dessiner encore plus. Tout à fait. Tout à fait. Ok, C'est super. en fait. Oui, tout à fait. Je vais partager mon écran maintenant. On reviendra sur vos dessins après, si vous le souhaitez. Donc, effectivement, on vient de faire une carte mentale qui n'a pas été collective, hein. Ça a été individuel, malheureusement, parce qu'on n'est pas ensemble. Et puis, finalement, chacun a pu dessiner ce qu'il avait envie de représenter, le quartier que vous aviez envie de représenter. Pourquoi on réalise? Effectivement, hein, vous avez déjà dit toute une série de choses, mais notamment quand on fait une carte mentale collectivement sur un quartier qu'on connaît, en l'occurrence tous, ça permet justement d'ouvrir le débat et d'avoir un support pour le débat. Débat qui peut nous permettre justement d'évacuer toute une série de questions quand on arrive dans un quartier, qu'on va parler du quartier. Souvent, c'est parce qu'il y aura des travaux dans le quartier, souvent parce qu'il y a une opération de rénovation urbaine prévue, etc., ou parce qu'il y a un projet. Souvent, quand on arrive dans un quartier, parler du quartier, c'est souvent dans ce contexte-là. Et on est tout de suite attiré par la question difficile qui est celle des travaux à venir, ou alors qui est celle mais mon trottoir n'est pas entretenu, ou alors les poubelles ne sont pas ramassées, etc. Là, le fait de dessiner nous permet de regarder autrement, en fait. Nous permet d'identifier aussi quelle est la représentation mentale qu'on a, vous avez tous dit, hein, d'un espace donné, qui n'est souvent pas la même des uns et des autres, évidemment. Si on travaille dans le quartier, si on habite dans le quartier, la représentation mentale est complètement différente, en fait. Ça peut aussi nous permettre de comprendre les identités, les différentes identités du quartier, qui pourront être des supports, en fait, pour la suite, hein, pour des projets sociaux ou pour des projets d'espace, justement, de travaux du quartier. Et alors, une question qui est peut-être plus sociologique, mais je pense que le fait de dessiner, ici on a fait très rapidement, mais ça nous permet très vite de comprendre quelle est l'échelle de repères qu'on a et quelle est l'étendue de notre vie sociale. Il nous est déjà arrivé de travailler dans plusieurs quartiers et au travers du dessin d'être interpellé soit par l'isolement d'une personne qui finalement ne circule qu'autour de son logement et donc ne connaît que l'autour de son logement, ou au contraire par des gens qui, pour eux, quand ils vont dessiner leur quartier, ils dessinent tout de suite la ville entière parce que ils ont des repères dans la ville entière, parce que leur étendue de la vie sociale est beaucoup plus importante que le quartier. Donc, évidemment, c'est pas l'idée de faire une sociologie à 2 francs, à 2 euros, hein, c'est juste d'utiliser le dessin comme un support de discussion qui peut aller de la discussion spatiale sur une question très concrète du quartier à une discussion un peu plus large sur l'isolement, sur la vie sociale du quartier. Alors, donc, qu'est-ce que c'est en fait la carte mentale? C'est tout bêtement la représentation graphique, donc un dessin d'un espace. Ça peut être la ville, ça peut être le quartier, ça peut être un parcours. On a fait, il y a eu un projet à Bruxelles qui demandait, en fait, les gens demandaient aux jeunes de 15 ans de plusieurs quartiers de dessiner leur
parcours quotidien. Et au travers de ce parcours quotidien, se rendre compte si ces jeunes se croisent ou pas, s'ils ont l'opportunité de se croiser ou pas, en fonction des quartiers dans lesquels ils habitent. Et donc, dessiner, ça peut être effectivement à n'importe quelle échelle. Alors, c'est toujours partir d'une feuille blanche, hein, parce qu'il y a énormément d'exercices qu'on peut faire de carte mentale, mais où on part d'un dessin, on part déjà d'un plan de ville. L'idée ici, c'est pas du tout ça, c'est justement de partir d'une feuille blanche, parce que si on part d'un support qui est déjà dessiné, la créativité et l'imaginaire, il est fixé par l'image qu'on a devant soi. Ici, c'est une page blanche, et donc c'est au départ d'une page blanche. Donc, vous voyez les dessins qui sont là. Hein. Parfois, on dessine un immeuble. On a vu dans les dessins que vous avez faits, parfois il y a un immeuble, parfois il y a un bâtiment, parfois il y a juste le nom d'un lieu avec un rond, peu importe. Mais tout ça, c'est une manière de s'exprimer. Et effectivement, comme ça a été dit aussi, ça met un peu tout le monde sur le même pied d'égalité parce que c'est très rare quelqu'un qui sait vraiment dessiner super bien. Ça permet de prendre la parole autrement quelque part, en fait, de s'exprimer au travers d'un dessin. Ça a été dit aussi, le résultat est complètement subjectif, on est bien d'accord. Souvent, c'est un résultat qui ne correspond pas à la réalité telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'échelle, les espaces sont complètement déformés, parfois un espace qui est minuscule apparaît comme un énorme espace du quartier, alors que ce n'est pas le cas dans la réalité, mais justement, ce rapport d'échelle aussi pourrait dire quelque chose en fait. Et donc, c'est bien l'idée qu'il y a derrière. Ça permet, comme ça a été dit, de comprendre le lieu de vie, les forces, les faiblesses, les lieux qui sont importants, qui sont vraiment support de quelque chose, ou des lieux qui sont, au contraire, dangereux, sont vus comme des lieux dangereux, des lieux qui ne plaisent pas pour X raisons. Alors, l'exercice de la carte mentale peut être individuel, comme on vient de faire. En fait, ici, ça a été un peu hybride, hein, parce qu'on a quand même débattu sur la carte de certains d'entre vous. Ça peut être individuel ou collectif. On a fait, dans le cadre des RHS, on a testé les deux. On a fait un travail individuel dans certains quartiers, dans d'autres, on a travaillé collectivement. On pense que les objectifs sont complètement différents, en fait, si on travaille en individuel ou en collectif. Ce que je propose aujourd'hui, en fait, c'est de creuser davantage la carte collective parce que c'est celle qui permet le plus d'interaction entre les habitants. La carte individuelle va nous servir plutôt à une analyse en chambre après. La carte collective permet le débat. Et c'est ça qu'on cherche, en fait, ici, dans ce cadre-ci. Et c'est ce qu'on a fait dans plusieurs quartiers. Ici, vous avez l'image d'un exercice de carte mentale collective qui a été fait à Onam. Alors, juste un petit peu de théorie, c'est quoi donc la carte mentale? Il y a énormément de personnes qui utilisent la carte mentale. Ici, je vous en cite quelques-uns qui ont travaillé, des architectes, des sociologues qui ont travaillé sur l'idée de la carte mentale collective. Le premier à gauche, Kevin Lynch, c'est un architecte des années 70, enfin 70 pour les Français. Ce n'est pas tout jeune, mais c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé sur l'image mentale des espaces, la représentation mentale qu'ont les gens, au départ des cartes mentales qui ont été faites aussi par des personnes qui ne savaient pas forcément dessiner à la base. Je cite un autre sociologue qui a travaillé énormément sur la mémoire collective et qui disait justement, ce qui est intéressant, c'est que la mémoire collective, elle est faite de liens sociaux, du cadre social dans lequel on se trouve, mais en fait, l'espace donc, permet de fixer cette mémoire collective. C'est le support souvent de cette mémoire collective. Et le travail qu'on a fait, en partant de l'espace, ça nous permet de comprendre aussi la mémoire collective d'un lieu. La mémoire collective, en l'occurrence, d'un quartier. Alors, pourquoi l'utiliser dans le cadre des RHS? Je vais vous montrer un petit dessin que moi j'ai fait. Alors, c'est triché parce que c'est complètement, enfin, je l'ai informatisé, mais quand j'ai été à Épinlieu,
c'est un des quartiers sur lequel on a travaillé hein, dans RHS. Vous allez voir que mon dessin n'est pas mieux que le vôtre. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai retenu en fait en traversant Épinlieu? J'ai retenu qu'il y avait 2 routes principales autour et 2 accès à ce quartier. Et puis, à l'intérieur de ce quartier, il y avait toute une série de rues. C'était une espèce de labyrinthe, mais un peu caché. Et voilà, moi, j'ai retenu qu'il y avait 5 styles de maisons différentes, qu'il y avait des maisons, enfin, toutes des maisons individuelles pour la plupart, mais que les styles étaient assez différents. Je n'ai pas été très, très loin. J'ai vu aussi qu'il y avait un espace que j'ai supposé être un espace de rencontre, qui était un espace de jeu pour adolescents, je dirais. Ça, c'est ce que j'ai retenu du quartier. Eh bien, quand on a demandé aux gens de dessiner leur quartier, bien évidemment, les gens qui habitaient le quartier, ils ont montré tout à fait autre chose de ce quartier. Ils n'ont absolument pas parlé de ces différents styles de maisons. Par contre, ils m'ont parlé de la maison de quartier. C'est la première chose. Moi, je ne l'avais pas remarqué. Pourquoi? Parce que la maison de quartier, elle occupe une maison comme les autres, en fait. C'est une maison, un logement du quartier qui a été adapté aux maisons de quartier. Donc, moi, personne extérieure, je n'avais pas remarqué. Évidemment, c'est un lieu de vie important et de rencontre important. Donc, c'est une des premières choses qui ont été notées. Ils ont signalé aussi un espace que moi, bon, j'avais remarqué les arbres, etc. Mais bon, je n'avais pas saisi l'identité de cet espace. C'est un espace qui est juste en face de la maison de quartier. En principe, rien du tout une pelouse. Par contre, c'est le lieu où ils mettent leurs chapiteaux quand ils font les fêtes. Quand ils ont fait des fêtes de quartier, ils mettaient un chapiteau à cet endroit. Évidemment, c'est impossible pour moi de remarquer. Et toute une série d'autres lieux qui ont été cités par les gens, absolument pas visibles pour quelqu'un qui ne connaît pas, évidemment, mais qui ont une importance et qui font partie de la mémoire collective du quartier et qui ont été signalés. Ils ont identifié, par exemple, des rues où les gens vont se balader au soir, des rues où les enfants vont rouler à vélo, des chemins où les gens vont se balader aussi, toute une série d'endroits que personnellement, je n'avais pas remarqué. Bien évidemment, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, c'est de comprendre les subtilités qui font la mémoire collective du quartier, mais qui ne sont pas complètement visibles pour quelqu'un qui est extérieur au quartier. Alors, dans le cadre des HS, donc, si je reprends, c'était quoi l'objectif? Donc, le premier objectif, c'est de permettre aux gens aussi de développer un discours global, en fait, sur le quartier, en sortant des querelles, des problèmes qu'il y a entre les gens, en sortant de tout ça et permettre d'avoir, tiens, mon quartier, c'est quoi finalement? De développer ce discours global. C'est aussi d'avoir un débat, comme on a dit, hein, sur la vie de quartier. C'est d'identifier les lieux qui sont considérés pour les gens comme importants. Ça peut être une place où les personnes âgées et les jeunes se rencontrent, ça peut être un banc construit par les enfants du quartier, ça peut être une venelle qui permet le raccourci vers l'école du quartier. Ici, ce que je vous montre, c'est des exemples de quartier RHS. Hein. Ici, à droite, c'est un chemin qui permet, la photo à droite, là, c'est un chemin qui permet l'accès à l'école dans le quartier de Rieux, à Vieux-Condé. Donc forcément que nous, on n'avait pas connaissance, mais c'est un lieu très important, emprunté tous les jours en fait par les gens du quartier. Ça nous permet aussi de se poser des questions sur la pertinence des aménagements qui sont faits dans le quartier. En l'occurrence, le chemin qui est emprunté par tous les jours pour aller à l'école, pas éclairé, pas aménagé, boueux. Voilà, donc c'est toute une série de questions qu'on peut se poser au départ de cette carte mentale. Évidemment, ce chemin a été est remarqué. Alors, ça nous permet de comprendre, ça permet aux habitants en fait de s'exprimer sur des lieux qui sont des repères. On a parlé d'un arbre, hein, Joseph a parlé d'un arbre qui est un lieu de repère pour lui. Ça peut être un arbre, ça peut être une place, ça peut être un banc, ça peut être ça peut être une boîte postale en fait, mais qui sont des lieux de repère qui font finalement partie de l'identité du quartier
comme on a vu, hein, des lieux qui plaisent, des lieux qui déplaisent, mais aussi des lieux de rencontre pour les personnes âgées, pour les jeunes, etc. Alors, quel est le matériel nécessaire? Ici, on a fait très simplement juste un papier et un marqueur. Souvent, on utilise plusieurs marqueurs de couleur. Pourquoi? Pour pouvoir exprimer plus facilement, en fait, ce qui plaît, ce qui ne déplaît avec un code couleur. Alors ça, c'est évidemment des règles que nous, on se met à la base, mais c'est un peu à chacun de déterminer quelle est la manière dont on veut travailler, en fait, avec les personnes ici. Comme on était à distance, c'est plus difficile, on a travaillé avec une seule couleur. Dans le cadre des HS, on a travaillé avec 4 couleurs. Ce qui nous permet déjà d'exprimer beaucoup de choses. L'idée qu'on avait aussi dans le cadre des HS, c'est d'avoir le même type de représentation pour l'ensemble des quartiers. Et donc, d'où l'idée d'avoir aussi un code couleur pour pouvoir comparer les cartes entre elles, entre quartiers. Alors, le mieux, c'est d'avoir des grandes feuilles, hein. Ici, vous avez fait avec les feuilles que vous aviez. Nous, souvent, mais il y a quelqu'un qui a travaillé déjà sur 2 feuilles ou qui a dit oh, j'avais pas de place, etc. C'est pour ça qu'on travaille souvent avec des plus grandes feuilles parce que souvent, on se rend compte qu'on n'a pas assez de place, qu'on mesure pas l'échelle en fait de ce qu'on a. Donc, souvent, on travaille avec des grandes feuilles. On peut travailler avec des crayons et des gommes parce qu'on peut gommer. Je viendrai sur les règles tout à l'heure. On peut gommer si l'on souhaite, mais ce n'est pas nécessaire. Mais souvent, ça aide en fait les gens à se décoincer quand ils savent qu'ils peuvent gommer. Parfois, c'est plus facile de commencer à travailler avec un crayon. Je vous disais, un des marqueurs de couleur. Et des questions guides parce que, comme disait Line pour le jeu Motus, ici, c'est la même chose. Évidemment, on doit préparer le jeu. On doit préparer, définir quels sont les objectifs et définir une série de questions guides qui vont aider les gens à construire leur carte mentale, comme j'ai fait avec vous. Hein. J'avais une aide-mémoire, en fait, avec une série de questions à vous poser pour pouvoir guider et donner un certain rythme à l'exercice, tout simplement. Alors, important, comme pour le jeu Motus et je pense comme pour une série d'animations, on a besoin d'être 2. Un animateur et un rapporteur parce que l'important, c'est bien évidemment le dessin, mais c'est surtout tout ce qui est dit autour du dessin et il faut absolument prendre note, évidemment, de tout ce qu'on a dit. Quand on le fait en groupe, un groupe de 8 personnes, c'est un groupe maximal, je dirais. On a déjà fait plus, mais alors souvent, il y a des personnes qui ne vont pas prendre le crayon, qui ne vont pas dessiner. C'est plus difficile de se mettre autour de la table. 8 personnes, c'est très bien. Moins de 4 personnes, ça commence à devenir des cartes presque individuelles. Donc, je dirais, comme pour le jeu Motus, entre 4 et 8 personnes, c'est plus ou moins, c'est un groupe idéal, en fait, pour faire une carte mentale collective. Quelques règles du jeu. Bon, première chose, donc je vous ai déjà dit, les questions guides. Je vais vous parler des questions guides qu'on a eues pour RHS. Évidemment, ça dépend de l'objectif qu'on se donne, mais c'est important de savoir, comme ça a été dit par quelqu'un, je pense que c'est Manu qui a dit tout à l'heure, c'est pas on doit se permettre l'improvisation, on doit se permettre. La discussion doit être fluide, en fait. On doit avoir un vrai débat. Et donc, on ne doit pas rester, évidemment, scotché aux questions qu'on avait à poser. La discussion doit être relativement fluide. C'est bien l'objectif, en fait, de l'exercice. Mais on doit revenir quand même à cette aide-mémoire de temps en temps, parce que sinon, on n'arrive pas à l'objectif qu'on veut. Donc, on doit revenir souvent à l'aide-mémoire et surtout au dessin. Deuxième règle, tout le monde peut dessiner. Alors, quand on est ici, chacun a fait l'exercice, hein, chacun a dessiné. Quand on est dans une carte mentale collective, c'est plus compliqué parce que souvent, on va avoir tendance à se reposer sur quelqu'un qui va prendre vite le crayon.
c'est un peu le jeu de l'animateur de faire passer le crayon et d'inciter les autres, chacun à son tour, à dessiner un élément. Il y a souvent un qui va se jeter à l'eau et ce sera plus facile alors pour les autres, comme ça a été dit aussi. Quand on voit que la personne qui a pris le crayon ne sait pas mieux dessiner que toi, tu te dis, bon, allez, je vais quand même me lancer et je vais quand même dessiner quelque chose. On peut effacer. C'est pour ça qu'on peut utiliser un crayon si on sent que c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Pas tout le temps parce que si on efface, souvent on change de discours aussi quand on efface. Et donc, le premier trait, c'est souvent le trait qui est le plus spontané, en fait. Et donc, c'est cette spontanéité qu'on va chercher. C'est pour ça que on va éviter quand même d'effacer le plus possible. Je vous disais de commencer par le milieu de la feuille, évidemment parce qu'on n'a pas la notion d'échelle quand on commence à dessiner. Si on dessine dans un coin, c'est très difficile de continuer à dessiner après. On a commencé au milieu de la feuille, ça nous permet d'aller dans tous les sens. C'est plus facile que de commencer à dessiner dans un coin et ça d'expérience. Alors, il arrive qu'il n'y a personne qui ose. Personne n'ose prendre les crayons, personne n'ose faire le premier trait. Alors là, l'animateur peut commencer à dessiner, pas ce que lui, il a envie, mais il se permet d'être la plume de quelqu'un qui a dit quelque chose. Ça ne doit pas être pendant toute la carte mentale, mais ça peut permettre de déclencher. Et dans ce cas-là, c'est important de ne pas faire un méga dessin, un super bon dessin, même si tu es un bon dessinateur. Parce que, voilà, ça va bloquer les autres. Il faut vraiment faire le plus simple possible, mais dessiner une rue qui a été citée, une place qui a été évoquée, et puis ensuite passer tout de suite la main à une autre personne du groupe. Parfois, on a des difficultés à se repérer dans le quartier. Et donc, dessiner sa maison, ça aide souvent. Et donc, c'est intéressant quand il y a un petit moment de battement où les gens sont un peu perdus, etc. Souvent, on se dit, bon, allez, où est-ce que tu habites? Tu sais dessiner ta maison ou mettre une petite croix là où tu habites? Ça aide en fait à se repérer dans le quartier parce qu'on va identifier la rue facilement où on habite. On peut noter hein, le nom de rue. C'est même mieux de noter le nom de rue. Ça permet à tout le monde de se situer. Et au départ de la maison, ça nous aide à partir vers d'autres quartiers. Je vous disais un code couleur. Ici, pour RHS, on a déterminé un code couleur. Ici, tout ce qui est positif en rouge, tout ce qui est négatif en bleu. Ça peut être un autre code couleur, c'est un peu comme on veut. Alors, vous voyez ici les limites du quartier, donc en vert, ce qu'on a décidé en vert, parce que dans le cadre des RHS, une des questions qu'on voulait comprendre, c'est ce qu'est le quartier pour les gens, c'est-à-dire où s'arrête le quartier pour les gens. Et donc, on leur a demandé de dessiner les limites de leur quartier. Et là, on a décidé de le dessiner en vert. Bon, c'était une question particulière parce qu'on voulait poser cette question dans le cadre de RHS. Les questions guides pour RHS, bon, c'est un exemple, hein, je ne vais pas être super systématique, mais comment ça se passe le jeu. Souvent, il y a un petit tour de présentation, hein, brise-glace, on va parler, on va discuter, chacun va se présenter, dire ce qu'il fait. Enfin, voilà, vous connaissez l'idée de la question et de l'introduction brise-glace. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez, mais en tout cas, c'est... ici, en l'occurrence, c'est quel est votre prénom. Souvent, on travaille avec le prénom, pas les noms de famille, évidemment. Depuis combien de temps vous habitez dans le quartier? Voilà, c'est toute une série de petites questions qui permettent l'introduction. C'est important de mettre les gens à l'aise par rapport au dessin. Et puis, commencer à parler du quartier. Commencer à parler du quartier comme on a fait, hein. Donc je ne vais pas passer trop en revue, donc quel est le symbole du quartier, comment on dessiner les rues, les places, les bâtiments, quels sont les lieux principaux du quartier, et
à chaque fois, évidemment, il y a une question de développement. Quels sont les lieux principaux du quartier? Bon, très bien, c'est important de les savoir, mais c'est surtout important de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils évoquent en fait pour les gens? C'est d'ouvrir le débat au départ de ces questions, mais ça, vous en doutez. Les lieux de rencontre, bon, ça c'était une question importante aussi pour RHS, parce que ce qui était derrière, c'était de comprendre quels sont les vrais lieux de rencontre et pas ceux qui ont été conçus pour être des lieux de rencontre, mais qui ne le sont pas vraiment dans la vie de quartier. Donc, de comprendre quels sont les lieux de rencontre du quartier et surtout qui les fréquente. Ce sont des questions qui nous ont permis de comprendre, par exemple, qu'il y avait un groupe d'enfants qui occupait une place, par exemple, surtout une famille qui occupait une place et qui, en fait, évinçait les autres personnes et qui occupait la place, mais qui ne laissait pas les autres d'occuper cette place-là. Donc, des petits conflits qu'on a pu développer au départ du dessin, en fait. Évidemment, c'est un outil comme un autre. Vous pourriez aller chercher cette information-là avec d'autres outils. En tout cas, ici, cet outil nous a permis de comprendre ce genre de conflit d'usage d'un lieu qui existait parce que, voilà, un lieu qui était phagocyté par une famille qui créait des conflits avec d'autres familles. Alors, les lieux qui plaisent, les lieux qui déplaisent et les limites du quartier, on en a déjà parlé. Les cartes mentales, il y en a toutes sortes. Il y en a quelques-unes qui ont été développées qui sont un peu d'une autre sorte, mais qui sont très marrantes aussi, comme cette carte-ci de Lyon. Vous voyez où là, enfin ça a été un peu travaillé, retravaillé ce que les gens ont dit, hein, mais je trouve que cette carte parle beaucoup plus qu'une carte de Lyon classique, quoi. Donc voilà, on voit le lieu. Donc ici, c'était une carte pour la ville, hein, c'est pour l'ensemble de la ville, mais voilà, on voit les gens très riches, la zone loin de tout, la zone où on travaille, là, le taf, la zone de crime, la zone inutile, enfin voilà, on a toute une autre lecture en fait de la ville de Lyon avec ce genre d'informations-là, et ça c'est l'objectif effectivement de cette idée de carte mentale. Voilà, moi j'ai terminé et je voulais savoir ce que vous retenez en fait de l'exercice qu'on vient de faire. On a un peu débattu, mais est-ce que ça vous a permis de regarder autrement le quartier que vous avez dessiné? Quelqu'un? Bah, moi, je dirais que, enfin, j'ai pas pris le quartier où j'habitais, mais par rapport à ce quartier-là, bon, c'est le premier quartier où je suis arrivé quand j'ai commencé mon travail d'animateur socioculturel. Et je trouve que ça permet de faire le point. Enfin, par rapport à ce que j'ai vécu dans ce que tu nous as proposé, Larissa, c'est quelque chose comme ça que j'ai fait, que j'aurais pas fait autrement. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ouais, j'ai fait le point comme ça sur un certain attachement affectif à ce quartier parce que j'y habitais avant d'y travailler en tant qu'étudiant. Et puis voilà, donc ça fait comme un arrêt sur image. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant quand on parle de carte subjective. Chacun fait un arrêt sur image. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est subjectif, mais en même temps, qu'est-ce que l'objectivité? Tu parlais d'échelle, c'est vrai qu'entre tel point et tel point, avec un mètre, on peut mesurer la distance, mais ça ne veut rien dire. Si je suis sportif, cette distance-là, elle est insignifiante. Si j'ai des problèmes de locomotion, cette distance-là, c'est pire qu'un marathon. Donc, ce que va dire l'habitant, et c'est ce que j'ai vécu par l'exercice que tu as fait, c'est la même chose, c'est subjectif, mais finalement, ce n'est pas subjectif. Dans une démarche de pouvoir d'agir des habitants, dans une démarche d'aller chercher ce que chacun ressent vraiment par rapport à son quartier, son regard, sa manière de considérer les choses, c'est aussi une grande partie de sa réalité. Merci Manu. Moi, je voulais savoir dans la technique d'animation. Donc sur du temps, c'était des cartes mentales individuelles avec un enregistrement audio de la parole des habitants.
Oui. Si on devait faire une animation collective, là, tu nous dis, en fait, chacun devait choisir un lieu qui le représentait au milieu de papier blanc. Est-ce que chacun met son lieu? Comment ça fonctionne, en fait, quand c'est du collectif? Oui. Oui, donc c'est vrai que je vais pas parler de ça. Non, donc en fait, collectivement, ce qu'on fait, c'est que, j'ai pas posé la question comme ça, en fait. Collectivement, j'ai pas demandé à chacun de réfléchir à un lieu symbole. J'ai demandé collectivement quel est le lieu quels sont les lieux qui représentent le quartier pour vous. Et du coup, il y a eu un débat, il y a des débats, les gens discutent et ils se mettent d'accord ou pas, mais c'est pas grave, on met tous les lieux qui sont cités dans le quartier. Donc, mais en fait, ce qui est important, c'est que d'abord, on dessine le quartier avant de poser les questions sur les lieux de repère, sur les lieux symboles, etc. Avec vous, j'ai fait autrement. J'ai commencé par le lieu symbole parce qu'on était en individuel. En collectif, souvent, on demande aux gens de dessiner le quartier d'abord. On dessine le quartier et puis après, on vient l'enrichir avec les lieux symboles, les lieux de repère. C'est vrai que c'est important, mais c'est Carole de poser la question. C'est important de d'abord dessiner le quartier et puis après venir avec les lieux symboles, les lieux de quartier, les lieux de repère, les lieux de rencontre, etc. Parce que ça va nous permettre d'enrichir la carte, mais on ne va pas partir d'un lieu spécifique. Mais quand on cite un lieu, souvent, il y a des débats. Et donc, c'est ça, en fait, la question. C'est ça, en fait, l'objectif aussi, c'est d'avoir un débat sur ça. Manu? Oui, Anaïs? Je veux bien. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que le point de vue dans lequel on se place est important aussi pour la création de la carte subjective. Parce que, par exemple, moi, je me suis mise dans mon état actuel de travailleur dans le quartier en question. Et là, j'ai repéré des endroits que peut-être en tant qu'habitante du quartier, j'aurais peut-être pas mis en évidence. Et donc, elle va être vraiment différente en fonction de la fonction du quartier qu'on utilise. Enfin, je veux dire de la position dans laquelle on se place. Par exemple, moi, j'ai mis en évidence le planning familial, la tech, ce genre de choses. Et des actions de solidarité, des endroits où je sais qu'il y a des différentes communautés qui vont pouvoir se rencontrer, ce genre de choses. Et peut-être qu'en fréquentant, en y habitant, j'aurais peut-être pas mis les mêmes choses en évidence. Donc, c'est vraiment... ça met vraiment en avant ce côté très subjectif et particulier quand on l'a créé, en fait. Donc, l'état d'esprit est important aussi, je pense. Voilà, je voulais juste ajouter une petite remarque comme ça. Mais... Manu? Oui, donc pour un petit peu rebondir sur ce que tu viens de dire, Anaïs, c'est vraiment important. Enfin, moi, j'ai l'impression souvent qu'on oppose le subjectif à l'objectif, comme si le subjectif, bon, c'est l'affaire de l'intérieur de chacun. Or, le subjectif, c'est aussi la carte mentale, la carte du monde, hein, on appelle ça en PNL, que chacun a. Si on veut travailler avec quelqu'un, on doit prendre en compte sa carte du monde. Voilà. Donc, si on veut travailler avec des habitants, il faut. Alors, le subjectif, pour moi, c'est quelque chose de tout aussi important. Et j'ai même tendance à penser que l'objectif n'existe pas, quoi. C'est un peu la somme des objectivités. Et puis, une autre petite remarque, peut-être, ou un peu. Ce que je me posais dans ta présentation, c'est vrai, tu dis il faut un animateur, un rapporteur, maximum 8 personnes, minimum. J'imagine 4-5 personnes parce qu'en dessous, c'est. Mais je me dis des fois, il faut faire attention parce que on n'a pas toujours toutes les conditions idéales requises pour lancer l'animation. Et pour autant, je crois que d'un point de vue de l'animateur, c'est intéressant à un moment donné de se lancer à l'eau, surtout quand on essaye un nouveau sujet. Même si toutes les conditions ne sont pas requises. Alors, quand elles sont requises, c'est génial. Mais voilà, ça peut être des fois un atelier périscolaire, 3-4 enfants qui sont là, ils ont fini les devoirs. On va se rendre compte que tiens, il y a peut-être une opportunité de les questionner sur quelque chose qu'on a fait avec un autre groupe, et on n'aura peut-être pas le rapporteur, on n'aura peut-être pas le groupe avec tout ce qu'il faut, mais ça nous permet de collecter des choses, ça nous permet de tester ce qu'on a vu dans le cadre de cette formation ce matin, mais dans la réalité, avec vraiment du public.
voilà, même si c'est pas forcément idéal, mais ça permet de commencer de recueillir des informations et puis de tester un petit peu ce qu'on voit en formation. Parce que des fois, il y a le passage à l'acte entre ce qu'on apprend en formation et puis ce qu'on va mettre effectivement en place. Donc voilà, ce que je voulais dire, n'hésitons pas peut-être, même si toutes les conditions requises ne sont pas là, à quand même se lancer et puis c'est jamais un fécond, quoi. Merci. Johan? Oui, bah justement, par rapport au... Alors, je pense que tu l'avais fait auprès d'enfants. C'est vrai que ça peut être intéressant sur des temps périscolaires avec des enfants. Ça peut, je sais pas, hein, par rapport aussi à l'expression au niveau du dessin ou à la formulation voilà, d'idées, etc. Peut-être que, je sais plus, est-ce qu'on l'avait fait dans le cadre de RHS auprès d'enfants? On n'a pas fait. On n'a pas fait auprès d'enfants, mais c'est vrai que c'est typiquement un support relativement simple à appliquer avec les enfants parce que c'est ludique, souvent ça va facilement, hein, pour le dessin se fait facilement en fait avec les enfants, donc plus facilement qu'avec les adultes, ils sont plus à l'aise pour dessiner souvent, donc effectivement c'est un support qui peut être utilisé avec les enfants. Manu? Oui, je suis vraiment très bavard, hein. Vous ne m'inviterez pas la prochaine fois si vous le regrettez cette fois-ci. D'accord. Je pense aussi à quelque chose dans ce qu'on dit. C'est subjectif, puis c'est lié à un contexte à un moment donné. C'est-à-dire que je fais ce dessin-là, mais demain, j'en aurais fait un autre. Donc, ce qui peut être intéressant en animation, c'est de garder ce que les gens font, même si on est passé à l'étape d'après. Parce qu'à un moment donné, ressortir quelques semaines, quelques mois après un travail, ah ben, on en prend de la distance, tu vois. Tu donnais l'exemple des poubelles. Pour animer des ateliers, la gestion des ordures ménagères, c'est quelque chose qui met les gens, enfin, qui donne, enfin, qui agace les gens parce que c'est pas fait comme on voudrait que ça soit. Puis il y a des masques partout qui traînent maintenant, c'est encore pire qu'avant. Ben voilà. Mais ça permet de relativiser, de se dire, bah oui, il y avait ça en négatif, mais il y avait aussi d'autres choses en positif. Je pense par exemple quand ils ont fait la ligne de tramway à Valenciennes, notamment pour aller de Valenciennes à Vieux-Condé. Ils ont travaillé avec une compagnie, avec Le Boulon et une compagnie qui devait venir de Nantes, sur des cartes mentales, sur des cartes géographiques subjectives. Et Oui. je ne sais pas si ça existe encore, mais ils les avaient mis dans les arrêts, au niveau des arrêts du tram. Et je me dis, ça pourrait être intéressant, peut-être par rapport. Alors, ils n'avaient pas forcément fait sur la même géographie qu'était la vôtre, mais admettons qu'on fasse quelque chose à Vieux-Condé où il y avait eu des cartes mentales qui avaient été faites, des cartes géographiques subjectives qui avaient été faites. On pourrait ressortir une carte et puis dire, ah ben tiens, regardez, ça c'était le travail d'il y a X années d'un autre groupe d'habitants. Et c'est souvent intéressant, quoi, de voir ce que les autres ont vu de significatif ou de pénible par rapport à leur géographie. Mais en tout cas, voilà, cette vision aussi, à mon avis, très dynamique, quoi, d'une fois à l'autre, on ne voit pas les mêmes choses et c'est heureux. Bon, je me tais maintenant. Oui, bah, pour rebondir sur ce que tu dis, bah, d'autant plus que quand il y a des échanges entre quartiers, après, ça permet d'avoir aussi aux habitants un autre regard, hein, en prenant peut-être en compte un regard extérieur qui n'avait pas directement. C'est possible. Du coup, effectivement, il y a ce truc-là qui est dynamique. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, questions par rapport aux cartes mentales. Sinon, si il est bientôt midi, par rapport au... Oui, Anaïs, tu voulais... Non. Par rapport à la suite, hein, ce que je propose, c'est peut-être, si c'est possible, que Stéphanie m'envoie le fichier. Alors, c'est lourd et ça peut demander du temps, mais que je vous envoie, pour ceux qui ne pourraient pas participer ou ceux qui voudraient revoir un petit peu les contenus argumentés par Lynn et par Larissa, peut-être deux liens vidéo, un plus sur Motus et un plus sur la carte mentale. Après, je pense qu'on vous enverra aussi les fiches, etc., les diapos. Et après, bah, l'idée, c'est effectivement comment, dans le cadre de RHS, on peut travailler autour de ces outils-là. Donc, comme je le rappelle, il y a un centre de ressources qui va pouvoir aussi alimenter, donner de la matière et
et qui va servir aussi de support de partage d'expériences transfrontalier. Et puis après, on se posera la question aussi de où et comment on met en œuvre auprès des habitants ce type d'atelier. Joseph, tu voulais intervenir? Oui, en fait, c'était pour revenir un peu sur la méthodo. Donc, ce sont deux outils qui sont couplés, point d'interrogation. S'ils sont couplés, c'est dans quel ordre? Ou bien on choisit le moment pour utiliser l'un ou l'autre outil? En fait, ce sont des outils complémentaires et qui peuvent être utilisés séparément, bien évidemment. C'est à nous. Peut-être ta question, c'est dans le cadre des HS, spécifiquement dans le cadre des HS. Oui, bien sûr. OK. On a utilisé systématiquement les deux dans le quartier, pas forcément dans les quartiers, pas forcément dans l'ordre. Et là où on n'a pas encore, par exemple, à l'allée des oiseaux, on a fait le jeu Motus, mais on n'a pas encore fait la carte mentale collective parce qu'il y a eu confinement. Parce qu'on avait envie de récolter on récolte des infos différentes en fait, même s'il y a des choses qui se croisent. Par exemple, souvent les lieux importants, ils apparaissent des deux côtés. Par contre, les limites, les points de repère, ça ne sort pas quand on travaille sur le motus avec la formule qu'on a utilisée. Donc, il n'y a pas d'ordre. Et dans RHS, on essaye de travailler les deux.